La police indique que Marley Kinney, 19 ans du Kentucky, est parti en bateau avec des amis et n'est pas revenu. Mais lorsque la police a fait une découverte tragique, le conducteur du bateau était déjà menotté, mais pas pour homicide. Que s'est-il vraiment passé là-bas? Nous allons faire appel à un plongeur judiciaire et à un expert des forces de l'ordre maritime pour nous aider à comprendre ce que recherchent les enquêteurs. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Avant de commencer, écoutez, l'Amérique n'aura 250 ans qu'une fois, c'est la vérité. Et pour célébrer cet événement historique, Chef QI, notre partenaire, notre sponsor, a sorti ceci, d'accord? Un Chef QI Sense Smart Meat Thermometer, édition limitée Stars and Stripes. Cet appareil ici est conçu pour les légendes du barbecue, les patriotes fiers et tous les vrais amateurs de barbecue. Cette édition Stars and Stripes, au style audacieux, rouge, blanc et bleu, est numérotée individuellement. Chaque pièce est une partie unique de cette célébration qui n'arrive qu'une fois par génération. Et ce QI Sense ne se limite pas à un beau design, il va bien au-delà d'un simple objet de collection. Ce design cache la même performance professionnelle et la technologie intelligente réputée du QI Sense. Avec la sonde sans fil qui fonctionne avec le Wi-Fi pour une surveillance depuis n'importe où, vous allez pouvoir regarder les feux d'artifice au lieu de surveiller le barbecue. Elle fonctionne aussi pour tous les types de viande et de poisson, du rôti de bœuf aux ailes de poulet, en passant par le poulet et le poisson. Utilisez mon code. Utilisez mon code SIDEBAR pour obtenir 40% de réduction sur tout le site chefic.com. C'est chefic.com et utilisez mon code SIDEBAR pour 40% de réduction. C'est incroyablement Une histoire tragique que nous allons évoquer, il n'y a pas d'autre mot. Et cela concerne une jeune femme qui était simplement sur un bateau avec ses amis, qui semble être allée nager et qui n'est jamais revenue vivante. C'est ce qui est arrivé à cette femme, Marley Kinney, 19 ans. C'était un après-midi sur le lac Grayson dans le Kentucky. C'est devenu un vrai cauchemar. Selon la police, elle est passée par-dessus bord pour aller aux toilettes. Ce fut la dernière fois qu'on l'a vue vivante. Son corps a été retrouvé 4 jours après. Une arrestation a eu lieu dans cette affaire, celle du conducteur du bateau, mais pas pour homicide. Ce n'était donc pas pour la mort de Marley. Que s'est-il passé sur ce bateau? Maintenant, cela va vous sembler très familier quand j'en parle, n'est-ce pas? Une jeune femme, un bateau, de l'alcool, potentiellement de l'alcool, une famille qui attend des réponses. Je pense que vous voyez où je veux en venir, nous en parlerons un peu plus tard. Mais le problème, c'est que lorsque quelqu'un entre dans l'eau et ne refait pas surface, comprendre ce qui s'est réellement passé demande plus que simplement, vous savez, regarder dans le lac. Cela peut être compliqué. Il faut quelqu'un qui sait comment analyser ces situations et ce qu'il faut rechercher. Et dans un instant, nous allons faire venir un plongeur judiciaire et un expert en police maritime pour mieux comprendre tout cela, car il va nous aider à saisir ce que les enquêteurs recherchent en ce moment. Quelles questions ils essaient encore de résoudre. Cette recherche semble finie, mais les questions commencent en seulement. Je veux exposer ce que nous savons actuellement d'après les informations recueillies. Marley Kinney, 19 ans, originaire d'Ashland, Kentucky. Elle était sur le lac Grayson le mercredi 24 juin. Elle était sur un bateau-ponton de location avec au moins 10 amis, selon les autorités. C'était censé être juste une journée amusante sur l'eau. Vers 16 heures, elle serait tombée à l'eau. La police indique qu'elle essayait simplement d'utiliser les toilettes et qu'on ne l'a pas revue depuis. Voici quelque chose d'assez difficile à comprendre. Ses amis ne se sont pas tout de suite rendus compte qu'elle avait disparu, du moins pas immédiatement. C'est ce qu'affirment les enquêteurs. Une arrestation a eu lieu dans cette affaire et nous en parlerons bientôt, mais les détails sont incroyables. D'abord, il y a eu les opérations de recherche. Plusieurs agences ont lancé ce que les responsables ont appelé une recherche exhaustive. On évoque sonar, détecteur thermique, hélicoptère, équipe cynophile, drone sous-marin. Les services d'incendie d'Ashland et de Lexington ont envoyé des plongeurs. La police d'État du Kentucky a apporté un soutien aérien. Plus de 50 bénévoles ont fouillé les rives du lac à pied, malgré les averses qui compliquèrent la tâche. Et pendant ce temps, sa famille attendait désespérément des réponses. Sa sœur a publié un message sur les réseaux sociaux, implorant de l'aide, disant que la police et les agents de la faune faisaient tout leur possible, mais elle demandait aux gens de ne pas répandre de rumeurs. Elle a écrit, je cite, Ma petite sœur Marley Kinney a disparu, comme vous l'avez tous vu. Des recherches ont eu lieu. La police et l'association de la faune font leur possible. Merci de me prévenir si vous apprenez quelque chose. Merci de ne pas croire ni diffuser de rumeurs. Personne n'a été retrouvé et nous poursuivrons les recherches jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose. Les recherches continuent pour un troisième jour. Sa sœur a de nouveau publié un message exprimant sa frustration face aux spéculations et à la désinformation en ligne. Elle a écrit « Je suis tellement épuisée par tout cela.
Et par la désinformation qui circule, toutes les spéculations et accusations qui fusent, toutes les fausses vidéos créées et les choses horribles que les gens disent ou prétendent. Peu m'importe comment ou qui l'a fait pour l'instant, je veux juste qu'on la retrouve. J'attribuerai les torts plus tard quand on l'aura retrouvée. Pour toute information urgente et fiable, contactez-moi sur Instagram uniquement, sauf si vous êtes un proche de Marley, quelqu'un qui était sur le bateau, un ami proche ou un membre de ma famille. Je sais que cela peut sembler impoli ou insensible. Je vais quand même continuer à la chercher, mais les médias deviennent trop envahissants. Je ne comprendrai jamais pourquoi les gens affirment des choses qui ne sont pas vraies. Pourquoi ils envahissent les sections de commentaires qui pourraient fournir des informations importantes avec des rumeurs ou des suppositions du genre «je pense que ceci est arrivé». Vous n'étiez pas là et cela n'aidera pas à retrouver ma sœur. Merci à ceux qui aident et diffusent en des infos. Je suis très reconnaissant, mais aussi fatigué. Je veux que tout le monde soit en sécurité. Et ensuite, que se passe-t-il? Dimanche 28 juin vers 15h45. Il la retrouve. Son corps a été retrouvé dans le lac Grayson. Le département des ressources halieutiques et phoniques du Kentucky a confirmé son identité et a indiqué que la famille avait été informée. Sa sœur l'a confirmé dans un message bouleversant, écrivant, je cite, «Bonjour à tous. Ce sera difficile à lire, donc je vais faire court. Ma sœur a été retrouvée décédée. Nous sommes vraiment reconnaissants envers toutes les équipes qui nous ont aidés à la rechercher, pour toutes les prières et toutes les personnes qui ont proposé leur aide. Le lycée du comté de Boyd, où Marley a obtenu son diplôme l'an dernier, avec la promotion 2024, a diffusé un message commémoratif invitant la communauté à penser à sa famille, ses amis et camarades de classe. La cause du décès demeure inconnue à ce stade. Le bureau du médecin légiste de l'État doit encore la déterminer, donc personne ne sait ce qui s'est passé. C'est là que ça devient intéressant, car une arrestation a eu lieu. Le conducteur du bateau a été placé en garde à vue le jour de la disparition de Marley. Mais voilà le problème. Il n'a pas été arrêté pour sa mort. Il a été arrêté pour autre chose. Et la raison pour laquelle il a été arrêté va nous en dire long sur ce que les enquêteurs pourraient être en train de faire. Mais avant même d'entrer dans les détails avec l'expert que nous allons inviter, je voudrais simplement adresser mes pensées, mes prières et mes meilleurs vœux à la famille. C'est vraiment, vraiment une situation déchirante et tragique. C'est impensable et je suis vraiment, vraiment désolé qu'ils aient à traverser cela. Je veux comprendre ce qui se passe en coulisses. Mais avant même d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais accueillir notre invité. Nous sommes rejoints par Alex Bier, qui est plongeur judiciaire et expert en police maritime. C'est un plaisir de l'avoir avec nous. Alex, merci d'avoir pris le temps de parler de ce sujet. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Pas de problème, merci de m'avoir invité. Donc avant même d'entrer dans les détails ici, commençons par les questions de base. D'accord? Lorsqu'une personne semble être passée par-dessus bord et reste introuvable pendant plusieurs jours, quelles sont les premières étapes entreprises pour retrouver le corps? Est-ce que vous examinez également l'embarcation elle-même? Je veux dire, quelles sont les premières étapes d'une enquête? Eh bien, au départ, étant donné l'emplacement, donc le lac Grayson, je crois que c'est l'endroit là-bas dans le Kentucky. C'est un lac assez vaste, pas très grand en superficie, mais très long, et il y a beaucoup de criques et d'endroits. Donc la première étape serait d'essayer d'identifier où elle a été vue pour la dernière fois, vue de ses propres yeux par quelqu'un qui était là. En commençant par là, étant donné que l'eau, avec les conditions météo qu'ils ont eues et comme c'est souvent le cas dans les lacs, la visibilité est presque nulle. Donc, au départ, je penserais à ça. Utiliser le sonar dans l'eau pour essayer de repérer des anomalies et cibler quelque chose, que ce soit avec un sonar latéral ou un sonar de bateau, pour tenter de la localiser dans l'eau. Pouvez-vous développer là-dessus? Comment fonctionne le sonar pour trouver un corps ou une anomalie? Bien sûr. Le sonar, c'est un son qui est émis dans l'eau par n'importe quel type de sonar, que ce soit un sonar latéral ou un sonar multifuseau. Le signal part, frappe quelque chose et revient, puis il passe par un modèle informatique qui génère une image. En résumé, vous obtenez une image du fond. Donc, vous verrez des choses comme, vous savez, des arbres, des rochers et ce genre de choses assez clairement, des choses qui renvoient un bon signal. Trouver des corps est un peu plus difficile selon la profondeur de l'eau et la végétation. Et cela a ses limites, mais cela vous donne une image du fond. Et ensuite, avec de l'expérience, de la pratique et de l'entraînement, vous interprétez ces anomalies et certaines choses vont vous sauter aux yeux. Et cela ne ressemblera pas forcément à une personne, mais c'est quelque chose qui ne devrait pas être là. Donc, vous allez vouloir examiner ces choses plus en détail.
Est-ce étrange que son corps n'ait pas été retrouvé pendant plusieurs jours? Ça ne me paraît pas étrange. Je ne connais rien à propos de ce lac en particulier. Je ne sais pas quelle est sa profondeur. Je ne sais rien des conditions qui y règnent. Mais ça ne me paraît pas étrange dans le sens où c'est difficile si on suppose, et je suppose, sans connaître tous les faits de l'affaire, mais supposons qu'elle se soit noyée. Donc une victime de noyade va directement couler au fond. Elle restera là pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle commence à se décomposer. Et ensuite, l'accumulation des gaz dans le corps fera que le corps va, ce qu'on appelle, remonter à la surface. Et ensuite, ils sont exposés, vous savez, au vent et au mouvement de l'eau et peuvent être déplacés à ce moment-là. Je ne sais pas si elle savait nager et je ne connais pas les circonstances dans lesquelles elle est entrée dans l'eau, mais en supposant qu'elle s'est noyée et qu'elle a coulé, alors tout repose sur le fait d'avoir un bon point précis correspondant au dernier endroit où elle a été vue, puis commencer les recherches à partir de là. Et ensuite, selon le type de sonar qu'ils utilisaient et leur niveau de formation, vous savez, interpréter les images sonores, ce n'est pas aussi clair que, par exemple, regarder Google Maps ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment savoir ce que vous cherchez et repérer ces anomalies. Ce n'est pas toujours très évident. Donc, cela varie beaucoup en fonction du type de sonar que vous utilisez et du niveau d'expérience de la personne qui l'utilise. Au fait, je sais que vous ne connaissez pas ce plan d'eau en particulier, mais de manière générale, que se passe-t-il pour un corps qui reste dans l'eau pendant une telle période? Vous avez évoqué la façon dont il coule et les gaz, mais si l'on cherche des preuves ou la cause du décès, observe-t-on une dégradation particulière du corps? Oui, il y en a une. Et encore une fois, il n'y a pas eu beaucoup de détails sur l'état de la victime lorsqu'elle a été retrouvée. Mais certaines choses, évidemment, le corps change, n'est-ce pas? Le corps gonfle et change, mais des choses comme, vous savez, les tatouages et ce genre de choses, on peut encore les voir et les reconnaître. Je suis sûr que ce que recherche le coroner et le médecin légiste, c'est des choses comme est-ce qu'elle est tombée par-dessus bord et ensuite, vous savez, s'est-elle fait heurter par le bateau? Donc, est-ce qu'il y a des preuves d'un impact avec le bateau? Est-ce qu'elle a de grandes blessures, des marques d'hélice, des choses comme ça qui indiqueraient, vous savez, qu'elle est tombée pendant que le bateau était en mouvement et qu'elle a finalement été heurtée? Et puis, vous savez, en conséquence, ce sont ces choses-là qui ont conduit à sa mort ou à sa noyade. Ou s'est-elle simplement noyée? Il n'y a aucune marque sur elle. Et ces choses-là, vous les remarquerez ou les verrez toujours. Évidemment, elles seront déformées, mais elles restent identifiables. Alex, laissez-moi vous poser une question sur la recherche elle-même, parce que la quantité de ressources mobilisées pour la retrouver est vraiment impressionnante. Selon le département de la pêche et de la faune du Kentucky, ils ont utilisé des bateaux, des plongeurs du service d'incendie d'Ashland, du sonar, des hélicoptères, de la police d'État, des drones, des véhicules utilitaires des tout-terrains et des quads, des équipes cynophiles et des chiens de recherche de cadavres. Le service d'incendie de Lexington a envoyé des plongeurs. La police d'État du Kentucky a fourni un soutien aérien. Plus de 50 bénévoles ont parcouru les rives du lac à pied. Et en plus de tout ça, comme on en parlait, ils utilisaient aussi ces détecteurs thermiques et des drones sous-marins. D'abord, comment organise-t-on cela? Cela paraît être une tâche immense impliquant de nombreux groupes et personnes. Oui, mais je pense que, vous savez, il y a toujours une agence principale. Donc, je pense que c'était probablement Kentucky Fish and Wildlife qui était l'agence principale. Donc, il y a, vous savez, un centre de commandement qui coordonne tous ces moyens, qui documente qui est où, qui fait quoi, combien de bateaux, combien de plongeurs et où ils cherchent. Les bénévoles qui fouillent le rivage, les chiens cadavériques, tout cela est coordonné par un centre de commandement. Dans les forces de l'ordre, notamment les pompiers, nous suivons de nombreuses formations comme les systèmes de commandement des interventions pour nous préparer à ce type d'opération. Et dans des endroits comme le Kentucky, je vais supposer, vu la réponse, qu'ils font probablement beaucoup de formations interagences pour aider à reconnaître, vous savez, quels sont les moyens dont disposent les gens, ce qu'ils peuvent mobiliser et ensuite coordonner tout cela ensemble. Vous savez, il y aura quelqu'un qui s'occupe des bateaux, quelqu'un qui gère la plongée, quelqu'un qui dirige la recherche terrestre, quelqu'un qui s'occupe de l'aviation. Et toutes ces choses convergent vers un seul centre de commandement pour, vous savez, un contrôle global de la situation. C'est quoi un drone sous-marin? À quoi ça ressemble? Eh bien, un drone sous-marin ce n'est généralement pas autonome.
En général, quand les gens parlent de drones sous-marins, ils veulent dire un ROV ou véhicule télécommandé qui, tu sais, varie en taille, mais ils peuvent aller de petits modèles à de gros modèles commerciaux. Mais en général, c'est une petite plateforme à plusieurs propulseurs qui possède généralement une caméra, un sonar et d'autres équipements. Généralement, il y a aussi une pince ou un bras qu'ils contrôlent par câble. Donc, il est relié à la surface par un câble où ils peuvent regarder sur un moniteur et voir à la fois l'écran du sonar et l'écran vidéo. Et ils peuvent utiliser cela pour regarder autour, vérifier certaines zones ou même surveiller des endroits précis. Peut-être une anomalie qu'ils ont vue avec un autre type de sonar et qu'ils veulent examiner visuellement avant d'envoyer des plongeurs dans l'eau. Vous savez, c'est quelque chose dont nous avons un peu parlé, mais je voudrais juste développer ce point. Selon les responsables, cette recherche a été interrompue à plusieurs reprises, d'abord à cause de l'obscurité, puis à cause d'averses éparses. Vous avez un peu parlé de la façon dont la météo peut influencer cela, mais aussi de ce qui se passe lorsqu'il faut interrompre, puis reprendre une recherche. Je veux dire, vous savez, vous suivez vos progrès quotidiens. Donc, la plupart des services utilisent un système de ce type. Il en existe plusieurs, mais dans une zone donnée, la recherche utilise quelque chose appelé SARCOP, qui permet au centre de commandement de voir en temps réel où les équipes de recherche sont passées, quelles zones ont été fouillées, et donc, s'ils doivent faire une pause, ils peuvent revenir, recouvrir légèrement la zone déjà fouillée et reprendre là où ils se sont arrêtés pour ne pas avoir à tout recommencer. Et dans un lac comme le lac Grayson, d'après ce que j'ai vu sur une carte, il est assez étroit. Ce n'est pas un lac vaste et étendu. Donc, ces zones étaient probablement, vous savez, délimitées ou quadrillées pour que les gens sachent, d'accord, vous allez aller ici. C'est votre zone de responsabilité. Vous allez aller ici. C'est ça. Et à mesure qu'ils délimitent ces zones, ils les parcourent petit à petit jusqu'à ce qu'ils aient tout couvert. Oui, je souhaite évoquer les arrestations, un sujet encore non abordé, car leurs détails me semblent intéressants. Le conducteur du bateau a été identifié par les autorités comme étant Cameron Conley, âgé de 23 ans, et selon le procès-verbal d'arrestation obtenu par l'ex-18, Conley aurait déclaré au personnel de la marina qu'il n'arrivait pas à retrouver une femme qui se trouvait sur son bateau. C'est à ce moment-là que les autorités ont été prévenues. La police d'État du Kentucky s'est rendue à la marina de Grayson Lake ce même soir. Nous parlons donc du mercredi 24 juin. Lorsque les policiers ont parlé avec Conley, ils auraient senti une odeur d'alcool sur son haleine et remarqué que ses yeux étaient rouges et vitreux. Il aurait admis avoir bu de l'alcool. Et avec son consentement présumé, Conley s'est soumis à un alcotest. Il a soufflé, ou il aurait soufflé, un taux de 0,137. C'est à notre connaissance presque le double de la limite légale du Kentucky, qui est de 0,08. Et environ 28 minutes plus tard, selon Fox 56, ils l'ont testé à nouveau et il aurait eu un taux de 0,135. Il a été arrêté pour conduite de bateau en état d'ivresse, BUI, une infraction de premier degré, puis emmené au centre de détention du comté de Carter. Je voulais t'en parler, Alex. Il a été libéré après 20 minutes d'observation et doit comparaître devant le tribunal le mois prochain. Qu'est-ce que cela t'indique sur l'état d'avancement de cette enquête? Qu'est-ce que cela t'indique sur la façon dont les forces de l'ordre traitent actuellement cette accusation de BUI, alors même qu'il s'agissait d'une enquête active sur une disparition? Parle-moi de tes premières impressions à ce sujet. Euh, Au départ, ce que je pense, et c'est peut-être évident, c'est que dans de nombreux accidents de bateau ou situations similaires, on retrouve souvent l'alcool, la drogue ou une forme d'altération due à une substance. Et cela montre vraiment que ces deux choses ne font tout simplement pas bon ménage. Je comprends que faire du bateau est une activité de loisir. Un bui, ce n'est pas comme un DUI, vous savez, il n'est pas nécessaire d'avoir un permis de conduire pour piloter un bateau. Donc, cela ne vous concerne pas forcément. J'ignore les lois au Kentucky, excusez-moi. En général, les infractions pour conduite sous influence sur un bateau n'affectent pas le permis de conduire. Par exemple, une infraction pour conduite sous influence sur un bateau ne va pas vous empêcher ni suspendre votre permis parce que c'est une activité de loisir. En gros, les lois permettent à n'importe qui de conduire un bateau. Je sais qu'ici en Floride, là où je suis, il faut avoir une carte de sécurité nautique, qui est un cours en ligne qui t'apprend les règles de base de la navigation. Je ne sais pas s'ils ont ça là-bas, mais c'est clairement plus laxiste pour conduire un bateau. J'imagine que, d'après mon impression, c'était un bateau ponton de location. J'ai entendu deux versions différentes, qu'il y avait un groupe de 10 personnes sur le bateau qui passait la journée dehors. Et j'ai entendu dire qu'il est revenu à la marina tout seul en disant qu'il ne pouvait pas la trouver.
Je ne sais pas quel récit est exact, mais dans tous les cas, N'est-ce pas? je pense que cela montre que le fait d'être sous l'influence et de prendre de mauvaises décisions sur un bateau peut mener à des choses comme, vous savez, des décès et certainement des blessures. Et dans quelles circonstances cela s'est-il produit? S'il y avait 10 personnes à bord, pourquoi personne ne l'a vu tomber? J'ai lu qu'elle était passée par-dessus pour partir. Eh bien, c'est intéressant. Alors, laissez-moi juste intervenir. La contravention, d'après les médias locaux, indique que Conley a dit aux policiers qu'il ne retrouvait pas un de ses passagers, utilisant apparemment ces termes. Pas qu'elle soit tombée, pas qu'elle ait sauté, pas que c'était Marley. J'ai trouvé cela intéressant. C'est vrai. Et je pense que, vous savez, d'un point de vue d'enquête, s'il y avait 10 personnes sur le bateau et que 9 sont revenus, les enquêteurs vont vouloir interroger toutes les personnes qui étaient sur ce bateau ce jour-là, qu'elles aient été ensemble sur le bateau ou non. Mais toutes les personnes qui étaient là, ils vont vouloir les interroger et essayer de reconstituer ce vide dans l'histoire où, vous savez, elle est partie sur un bateau, elle n'est pas revenue. Alors, que s'est-il passé? Je pense que l'autre aspect, en tant qu'enquêteur, vous savez, on peut voir les choses de deux façons, n'est-ce pas? Il y a vraiment deux réponses possibles. Un accident tragique, ou bien y avait-il quelque chose de malveillant, une intention malveillante? Et ça, je ne le sais pas. Je ne connais pas la relation entre ces personnes. Donc, je pense qu'un enquêteur veut entendre l'histoire de chacun, écouter ce qu'ils ont à dire, puis faire ce que font les enquêteurs, c'est-à-dire commencer à trouver des failles dans l'histoire. Parce que mon impression est que ce sont tous de jeunes gens qui, quelque chose de grave s'est produit, que ce soit intentionnel ou non, quelque chose de grave s'est produit. Et donc, je pense que ce que l'on voit habituellement avec un groupe de jeunes, c'est qu'ils se serrent les coudes comme je ne veux pas avoir d'ennui à cause de ça. Du genre, je ne veux pas avoir de problème, je ne veux pas, je ne veux pas. Et ils ont tendance à élaborer un plan, tu sais, que ce soit et soyons honnêtes, ou bien et il faut qu'on invente des histoires, ou peu importe. Et je pense que c'est là-dessus que les enquêteurs vont commencer à se concentrer pour déterminer si c'était juste un accident ou si c'était autre chose. Bien sûr. Et pour être clair, il y a aussi un juste milieu, mais je veux vraiment clarifier ce point. Deux choses peuvent être vraies en même temps, non? Il est possible que quelqu'un conduise sous l'influence de l'alcool et que quelqu'un tombe par-dessus bord et, disons, se noie, mais que cela ne soit pas dû à la conduite sous l'influence, n'est-ce pas? Cela aurait pu être dû à un tout autre facteur, bien sûr, et il n'est actuellement pas inculpé en lien avec sa mort. Et cela pourrait ne jamais être le cas. Je veux dire, je me demande à quel point il serait difficile de déterminer la séquence des événements, car il est possible que les deux choses ne soient non pas liées. Bien sûr, mais vous avez une responsabilité comme n'importe qui en aurait une. C'est comme un délit de fuite, non? Sans le vouloir, vous roulez et percutez une personne traversant devant votre voiture. Vous avez la possibilité de rester sur les lieux, ce que vous devriez faire. Je n'ai pas vu cette personne. Vous donnez votre version des faits. Il y a aussi le cas où les gens paniquent et fuient en pensant avoir fait quelque chose de terrible, non intentionnellement, mais par accident. Encore une fois, cela ressortira au fur et à mesure que l'enquête avancera. Par exemple, où cela s'est-il produit? Quelle distance sépare cela de la marina où il a ramené le bateau? Qui était là? Des choses comme ça commenceront à sortir à mesure que l'enquête s'intensifiera et qu'on obtiendra plus d'informations. Peut-être qu'il ne l'a pas fait, je crois à la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Je ne pense pas qu'il y ait assez d'informations pour se faire une opinion dans un sens ou dans l'autre à ce stade. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'inconnus sur lesquels ils vont devoir travailler pour essayer de comprendre. Je demanderai simplement à la famille, par exemple, sait-elle nager? En fait, ça me rappelle quelque chose dont je voulais parler, parce que c'est une histoire qui me semble très familière. Les circonstances sont différentes, mais une jeune femme de 19 ans passe par-dessus bord d'un bateau, apparemment. Le conducteur du bateau aurait été ivre. Vous avez une famille qui attend des réponses. C'est très similaire à l'affaire Mallory Beach. Paul Murdoch, tu te souviens, il a été accusé de conduite de bateau en état d'ivresse, ayant causé sa mort. Encore une fois, c'est un peu différent de ce dont on parle ici. Mais avant qu'il ne puisse être jugé, lui et sa mère ont été assassinés, et son père, Alec Murdoch, a été condamné pour leur meurtre, même si cette condamnation a été annulée. Je ne dis pas que c'est le cas au Kentucky, mais quand une affaire commence ainsi, jeune femme morte, alcool potentiellement impliqué, conducteur accusé de conduite d'un bateau en état d'ivresse,
Les enquêteurs cherchent bien plus que ce qui s'est passé. Alors, Alex, quels sont, tu sais, les éléments sous-jacents que les enquêteurs recherchent dans une affaire comme celle-ci? Au-delà de l'accusation de conduite de bateau en état d'ivresse, quelles sont les pistes d'enquête habituelles? Quelles sont les prochaines étapes? Et quand aurons-nous plus de réponses? Parle-moi de ça. Eh bien, je pense que vous allez voir, vous savez, la première accusation concernait ce qu'ils ont constaté lors de leur première rencontre avec eux. Je pense qu'au fur et à mesure que l'affaire évolue, vous savez, d'autres accusations pourraient suivre. Peut-être pas. Si cela est considéré comme un accident ou s'il y a quelque chose dans l'enquête du médecin légiste concernant la cause de son décès, tous ces éléments entreront en jeu. Et je pense que le point commun entre ces deux histoires, c'est qu'il y a de jeunes gens, de l'alcool, qui influencent ou provoquent, vous savez, de mauvaises décisions. Et vous savez, encore une fois, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je pense clairement, vous savez, qu'elle aurait dû revenir avec tout le monde. Et pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? C'est ça la clé, non? Et regardez, la cause du décès, pour l'instant, est inconnue. Le bureau du médecin légiste à Francfort va déterminer ça, ou espérons-le, va le déterminer. Je précise que l'enquête est en cours, selon les services de la pêche et de la faune du Kentucky. Si quelqu'un a des informations sur ce qui est arrivé à Marlekini sur le lac Grayson, les enquêteurs demandent à toute personne ayant des informations de se manifester. Vous pouvez en fait contacter la police de la pêche et de la faune du Kentucky au numéro que nous avons affiché là-haut. Vous pouvez également contacter la police d'État du Kentucky. Nous savons que Cameron Conley est en liberté sous caution. Il attend sa prochaine audience le mois prochain. Merci beaucoup Alex d'avoir pris le temps, je vous suis vraiment reconnaissant. Eh bien, je vous remercie de m'avoir invité. Et je veux simplement, vous savez, adresser mes prières à la famille qui doit faire face à la perte de leur fille et de leur sœur. Et c'est tragique. Laissons les enquêteurs faire leur travail et laissez l'enquête suivre son cours. Et Espérons qu'il en sortira soit la justice, soit des réponses pour la famille. c'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme de podcast habituelle. Retrouvez-nous sur Peacock de NBC pour me suivre, X, Instagram et mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23 h, heure de l'Est. À la prochaine à tous.